Donc, oui, effectivement, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du Gang Reduction Program, qui est une approche globale de lutte contre les gangs de rue qu'on a implanté, qu'on implante, en fait, parce que c'est en continuité qu'on implante à Laval depuis 2014. Donc, pour vous mettre en contexte un peu l'implantation du projet, le phénomène des gangs de rue à Laval n'est pas tout à fait récent, c'est-à-dire qu'il y a des gangs au Québec, là je vois 90, mais c'est une erreur, depuis les années 80. On a commencé à parler des gangs de plus en plus dans les années 90, c'est surtout à Montréal, dans le fond, qu'on pouvait avoir des manifestations de ce phénomène-là. Dans les années 2000, il y a eu les premières cellules de gangs à Laval. Donc, c'est quand même pas très récent, on parle de 17 ans. Sauf qu'en 2008, la criminalité associée aux gangs de rue était plus importante à Laval qu'à Montréal. Donc, c'était assez surprenant. La communauté vivait un sentiment d'insécurité. Puis, le service de police était bombardé d'appels à l'effet qu'il y avait des jeunes qui traînaient dans les parcs, qu'il y avait de la criminalité associée aux gangs sur le territoire. Donc, en octobre 2008, on a assisté à la création, en fait, on excluant la personne qui parle, à l'implantation de la table Gang de rue de Laval, qui est une instance de concertation qui regroupe plus de 20 partenaires, réseaux santé, services sociaux, ainsi que les organismes communautaires, pour justement se rassembler, se concerter autour de cette question-là des gangs sur le territoire. Je vais boire un petit peu d'eau. Donc, l'expansion du phénomène des gangs à Laval, ça a généré un sentiment d'insécurité, comme je vous disais, au sein des citoyens. Les partenaires, donc les ressources, organismes communautaires, réseaux, ont besoin d'un soutien clinique et ont aussi le sentiment qu'il faut intervenir à l'égard de cette problématique-là, mais pas seulement avec la répression policière, ce qui est un bon réflexe en soi. Donc, au départ, c'était une intervention qui était très policière, beaucoup de répression, puis les organismes se sont concertés, se sont dit, OK, on doit agir en amont, donc faire de la prévention, mais aussi intervenir. Donc, le Gang Reduction Program, je vais être assez rapide sur le cadre en tant que tel parce que c'est vraiment une approche globale. Aujourd'hui, j'ai comme le sentiment que je suis un petit peu plus ici pour parler de la dimension un petit peu plus intervention, donc la mise en valeur des possibilités. Mais le Gang Reduction Program en soi, c'est vraiment un cadre, donc c'est un cadre exhaustif, intégré, qui est très malléable. C'est-à-dire nous, c'est un cadre qui est américain, donc ça a été implanté dans 5 villes américaines. Et nous, on avait cette mission-là d'adapter l'approche, qui a aussi des fondements très américains, une culture qui est complètement différente. Donc, on devait l'adapter à la réalité et aux besoins de Laval. Donc, il combine des activités, je vous le disais, prévention, intervention, réinsertion sociale et répression, mais dans une réponse communautaire cohésive. Donc, il y a vraiment l'aspect communautaire qui est mis de l'avant. Donc, on travaille avec le réseau, mais aussi, le but, c'est de mobiliser beaucoup les ressources communautaires existantes. Donc, les comités cliniques, c'est la composante centrale de l'intervention, donc de la mise en valeur des possibilités. C'est le fondement, en fait, c'est le pilier, si on veut, de l'approche du GRP, qui est, en fait, des comités cliniques qu'on met autour des jeunes. Ça s'apparente beaucoup à l'approche wraparound qui vient de vous être expliquée. Par contre, nous, ce qu'on va à l'inverse, pas à l'inverse, mais ça diffère un peu parce que Véronique vous expliquait qu'elle mettait beaucoup de l'avant les réseaux naturels, parents, amis, coachs. Nous, on va avoir tendance à prioriser les professionnels, donc qui entourent déjà le jeune, mais aussi qui pourraient être mobilisés en fonction des besoins que les jeunes éprouvent. Les comités cliniques se font aux 4 à 6 semaines à peu près pour les jeunes. Je ne lirai pas la citation, mais en fait, ça, c'est vraiment une citation qui est tirée de l'approche en tant que telle du gros guide d'implantation du GRP, qui dit vraiment les forces là, de ces comités-là, c'est la répartition des tâches, en fait. Donc, comme intervenant, habituellement, on a le réflexe de travailler sur toutes les problématiques des jeunes, en fait, d'essayer d'enrober puis vraiment d'intervenir sur tout, alors que les comités cliniques, ça permet vraiment une distribution de ces tâches-là. Donc, ça, c'est vraiment une force centrale. Puis ensuite, l'équipe est informée de façon simultanée. Donc, tout le monde est informé en même temps des progrès du jeune, mais aussi des difficultés vécues. L'échange de renseignements, ça aussi, on m'a demandé d'en parler un peu. C'est un peu un aspect central. C'est pas un obstacle, c'est surtout un défi que vous devez rencontrer aussi dans vos milieux respectifs en collaborant avec d'autres professionnels. Donc, l'échange de renseignements, c'est sûr que
nous, on y voit beaucoup de force. Ça permet d'améliorer les connaissances face aux besoins. Donc, les jeunes vont se confier différemment d'un intervenant à l'autre. Ça, c'est certain. Oh, c'est bon. Élaborer des objectifs communs, développer des stratégies partagées, donc de vraiment s'entendre sur des stratégies et de dégager en équipe des solutions créatives. C'est sûr que le côté répression, c'est-à-dire le côté d'entourer le jeune, ça protège aussi la collectivité là, contre Donc, la participation du jeune est volontaire. Donc, lui, consent à l'information qui est échangée. Ça, c'est un point qui est important. Donc, il ne faut pas non plus bypasser, il ne faut pas aller par-dessus ce consentement-là parce que c'est lui qui décide quels professionnels vont être intégrés à la table. Donc, il n'y a pas d'affaire, en fait, à partir du moment où il accepte qu'il y a des professionnels qui s'assoient autour d'une table et qui discutent de son plan d'action. Il ne faut pas que les professionnels outrepassent ce consentement-là et échangent des informations, par exemple, qui pourraient nuire aux jeunes. Les intervenants membres du comité clinique sont sous la responsabilité de leurs organisations. Ça, c'est super important. On a tous des ordres professionnels, on a tous des patrons, on a tous des organisations avec une culture spécifique qui fait en sorte qu'on a, on a un mandat, puis on a des règles à suivre. Ça, c'est très important que les organisations respectent quand même ces ordres-là. Donc, nous, en aucun cas, on va prôner que cet échange de renseignements outrepasse leur fonction, leur mandat ou les règles qui régissent leur profession. Et ils sont évidemment responsables de transmettre les renseignements pertinents et nécessaires. C'est arrivé, j'ai été témoin de moments où les professionnels transmettaient des infos qui pouvaient nuire. À ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de réguler la conversation, d'orienter pour faire en sorte que le jeune ne soit pas mis dans une mauvaise position. Donc, voici un petit exemple tiré de la pratique. Je vous fais c'est un petit récap de la trajectoire clinique. En fait, les références au projet sont faites par des organisations communautaires ou le réseau. Donc, c'est moi qui reçois la référence. Donc, j'évalue la référence et je fais signer le jeune un formulaire de consentement. Donc, lui, c'est sûr qu'il doit consentir au projet. C'est un projet qui est volontaire. Et dans le consentement, c'est vraiment explicité. Quelles organisations œuvrent déjà avec toi? Qui tu voudrais, en fait, quels besoins tu ressens actuellement, puis quelles organisations tu nous permettrais de contacter dans le cadre de ton suivi. Donc, on met en place cette équipe-là, SAGE, qui est une équipe formée de plusieurs professionnels différents. Puis, on élabore ce qu'on appelle les plans d'action individualisés. Les suivis cliniques, comme je vous parlais tantôt, qui sont les comités, vont avoir lieu aux 4 à 6 semaines. Le petit cas, ça, c'est un cas, je tiens à dire que c'est un cas type. L'équipe qu'on a mobilisée autour de ce jeune-là est impressionnante. Donc, c'est pas, je ne veux pas trop me vanter puis dire que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Ça a été un super succès, ce jeune-là, mais c'est une équipe qui était vraiment très importante. Ça n'arrive pas tout le temps. Donc, les comités cliniques, on a en moyenne 6 et 8 professionnels de milieux différents. Celui-là, c'était vraiment très complet. Donc, le jeune sort des centres jeunesse à la majorité. Donc, il a 18 ans. Il est suivi en lien avec des problèmes de consommation de drogue. Il y a une probation. Donc, il a déjà fait l'objet d'une ordonnance en vertu de la LGPA. Donc, il y a une probation avec des conditions strictes qu'il doit respecter. Il y a un diagnostic de trouble de personnalité limite. Il n'a jamais eu d'emploi légal. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais travaillé. Il souhaite s'éloigner du milieu criminel pour de bon. Donc, c'est vraiment, il y a une volonté de changement. Puis, il aimerait retourner à l'école, mais il éprouve des besoins particuliers. Donc, il confie que les tentations sont fortes dans le quartier où sa mère réside. C'est souvent un aspect territorial. 1 minute, mon Dieu. Donc, voici l'équipe. On a réussi à mobiliser tous ces gens-là. Donc, la conjointe du jeune qui l'aide justement dans sa volonté de s'éloigner du milieu criminel. La déléguée jeunesse qui, elle, est en charge des conditions de probation. Donc, quelles conditions le jeune doit suivre, puis comment nous, on peut faire en sorte qu'il respecte ces conditions. Travailleur social du 6 en lien avec la relation avec la mère. Intervenante en toxicomanie pour le suivi. Intervenant en employabilité pour le retour sur le marché du travail ou l'intégration au marché du travail. Intervenant en ressources d'hébergement parce qu'il cherche effectivement un logement. La psychologue du SPP qui le suit en lien avec justement une thérapie comportementale en lien avec son TPL. Et une psychoéducatrice de l'école en lien avec ses besoins particuliers. Donc, lui avait un TDAH, c'est une dyspraxie. Donc, tous ces gens-là se sont assis autour d'une table à raison de... En fait, on s'est rencontrés sur 1 an, 5 fois pour ce jeune-là, et on a réussi à répondre à tous les besoins qui avaient été évoqués à la base. Donc, c'est un exemple de réussite. Là, j'ai plus de temps. Je peux y aller? OK. Bien, au niveau de l'aspect collaboratif, c'est vraiment, dans le fond, un récap.
C'est sûr que la collabo, je pense que vous l'avez senti au niveau des comités qui regroupent les différents partenaires. C'est sûr que cette mobilisation engendre et doit engendrer dans les organisations des changements de culture, changements de mentalité. On ne peut pas juste rentrer comme un bulldozer dans un organisme et dire, écoutez, nous, on fonctionne comme ça, voici, déléguez-nous quelqu'un. L'échange de renseignements aussi, la coordination des efforts en lien avec cet échange-là. Au niveau de l'aspect holistique, on ne considère pas le jeune seulement selon son affiliation au gang. Donc, on le voit vraiment, puis c'est un peu, ça rejoint ce que Véronique disait tantôt, on considère vraiment l'ensemble des besoins. J'ai marqué problématique, mais j'aurais dû dire besoins, en fait, les besoins qui sont éprouvés par le jeune. Vision positive de la personne, c'est sûr que l'approche, chaque jeune qui intègre le projet a un intervenant accompagnant, qui est celui qui est vraiment en charge de défendre ses droits, que ce soit dans les comités cliniques si le jeune ne souhaite pas prendre part à ces rencontres-là, ou en général dans son suivi. Donc, c'est des travailleurs de rue. C'est vraiment une approche très humaniste. Donc, les travailleurs de rue vont justement renforcer beaucoup le remplacement des comportements liés à l'affiliation, valoriser le potentiel, voir le potentiel, même là où plusieurs intervenants ont échoué à voir ou à percevoir justement le potentiel des jeunes. L'aspect systémique, encore une fois, ça revient à la collaboration. On implique beaucoup les réseaux, familles, intervenants, réseaux sociaux. Puis, la personnalisation, c'est sûr que l'accompagnement d'un travailleur de rue est très individualisé. Puis, on suit vraiment là, de façon rigoureuse le jeune. Souvent, c'est à raison d'une fois par semaine, selon le niveau de risque. Il y a des jeunes qui sont plus criminalisés. Il y en a d'autres qui sont aussi en centre jeunesse, donc on voit à moins de fréquence. L'important, dans le fond, c'est que le jeune soit exposé à beaucoup de services, puis qu'on ne dédouble pas ces services-là, qu'on se parle entre nous. Je pense que, au niveau des défis, c'est sûr, l'approche américaine, c'est pas pareil. Tout le monde a des fusils. À Laval, c'est assez tranquille à ce niveau-là. Fait qu'il fallait qu'on s'est quand même ajusté par rapport à la violence et tout. Consentement des jeunes à l'échange de renseignements, c'est quand même difficile. C'est sûr qu'on s'est beaucoup ajusté par rapport à ça. Comment on présente ça? Comment on présente l'échange de renseignements aux jeunes? On a développé quand même un formulaire de consentement qui est intéressant. J'ai amené des copies si jamais ça vous intéresse. Puis c'est sûr que la divergence sur le plan des mandats, donc quand tu mets un policier puis un travailleur de rue sur la même table, des fois ça... Ou tu sais, même la déléguée jeunesse puis le travailleur de rue, tu sais, il y a des conflits à ce niveau-là. On a trouvé notre équilibre. Puis c'est sûr que les familles, nous, on a cette difficulté-là. À l'inverse de Véronique, on a de la difficulté à impliquer parents, amis, à cause de cette menace-là perçue des professionnels qui sont autour de la table. Donc voilà.